Donc la seconde table ronde qu'on a est une table ronde avec, s'il vous plaît, avec des chercheuses et chercheurs qui constituent un peu la seconde étape de la réflexion collective qu'on voulait avoir sur le secteur. Une réflexion qui, cette fois-ci, est une réflexion fondée sur un autre registre d'analyse, à savoir un registre basé sur des études à caractère scientifique et des données qui ont été récoltées dans différentes disciplines universitaires. Donc, pour en parler ensemble et continuer cette exploration des violences systémiques qui peuplent le secteur de la restauration, je vous prie d'accueillir Cyrine Garde, qui est sociologue du travail et qui en plus habite à Toulouse, donc elle a vraiment beaucoup de qualités. Nous avons également Elsa Laneri, qui est psychologue du travail, et Adrien Pégourdi, qui est également sociologue du travail. Alors, tout le monde étudie la question du travail, avec des champs disciplinaires et des approches un peu distinctes, mais où vous allez voir que, à mon avis, les faisceaux analytiques, on va dire, des trois vont se rejoindre et permettre d'avoir ensuite le débat et la discussion. Donc, en premier, si je ne me trompe pas, c'est Cyrine, dans ce qu'on avait dit, qui démarre, et donc je lui laisse la parole. Alors, et pardon, j'excuse Claire Lejeune, qui, pour la citer, a la fièvre et ne tient pas debout. Donc je lui dis que si on ne tenait pas debout, c'était mieux qu'elle ne s'effondre pas sur le chemin en essayant de venir, effectivement. Et donc on pense très fort à elle qui devait être ici, et donc je me retrouve à tenir le micro, moins bien qu'elle, mais enfin, je m'y substitue. Cyrine, je t'en prie. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi aux différents représentantes et représentants de collectifs qui sont passés juste avant nous. C'est difficile de passer après parce qu'effectivement, voilà, moi, j'avais une intervention que j'avais intitulée « Marché du travail et pénurie de main-d'œuvre dans l'hébergement et la restauration » parce que bon, je vais plutôt apporter des données de cadrage un peu froides avec pas mal de statistiques. Bon, je comptais sur un PowerPoint pour rendre l'affaire plus aisée, mais il n'y a pas, donc on va se débrouiller sans. Donc moi, ce que je vais essayer d'apporter comme éclairage, c'est qu'effectivement, cette question des violences, elles prennent place dans un contexte sur un marché du travail qui est spécifique, notamment avec une très forte mobilité de la main-d'œuvre, de l'instabilité de l'emploi et des conditions de travail qui cumulent les pénibilités. Donc, d'une part, ce contexte favorise les violences et d'autre part, ce contexte en soi, il constitue une violence. Voilà, une violence économique, professionnelle et sociale. Tout ce que je vais raconter provient d'une recherche collective que j'ai conduite en équipe entre 2023 et 2024. Donc je les cite avec Claire Vivès, Jean-Marie Pillon, Lucas Tranchant, Nicolas Roux, qui sont tous sociologues comme moi au Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM. Et à l'origine, en fait, notre projet de recherche, il visait à évaluer l'impact des dernières réformes de l'assurance chômage sur les salariés en contrat court. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à enquêter sur l'hôtellerie-restauration parce que c'est un secteur qui est très marqué par cette caractéristique de l'emploi. Donc, plus largement, on voulait comprendre les tensions sur ce marché du travail en multipliant les points de vue, donc en allant à la fois interroger des salariés, mais aussi des employeurs. Donc, en tout, on a fait 23 salariés et 7 employeurs. Donc, dans cette présentation, je vais d'abord passer sur les indicateurs de la dite pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. Je montrerai ensuite que ces difficultés de recrutement, elles résultent pour beaucoup de ces mouvements inconstants sur ce marché du travail. Et je parlerai ensuite de la qualité des emplois, donc des données qu'on possède sur disons, les conditions d'emploi qui caractérisent le secteur de l'hébergement et de la restauration. Donc, pour commencer, l'hôtellerie-restauration, un secteur en proie à la pénurie. Bon. Effectivement, quand on regarde la part des entreprises qui déclarent rencontrer des difficultés de recrutement dans l'hôtellerie-restauration, l'hébergement-restauration, elle est énorme, et elle est particulièrement énorme à la fin de l'année 2022 où on a 75% des établissements qui déclarent rencontrer des difficultés de recrutement. Donc cette part n'a jamais été aussi haute depuis qu'on calcule cet indicateur. C'est des données de la DARES, qui est un peu le service statistique du ministère du Travail. On a ensuite l'enquête besoin en main-d'œuvre qui, elle, est réalisée par France Travail. Et qui nous dit un peu quels sont les métiers qui sont les plus recherchés chaque année. Et dans le top 15, on va retrouver 4 métiers de l'hébergement-restauration. En premier, le premier du palmarès, c'est serveuse-serveur. Le deuxième du palmarès, c'est aide de cuisine, mais on va aussi retrouver employés de l'hôtellerie et cuisiniers un peu plus loin dans le top 15, mais quand même en bonne position. Deuxième indication que nous donne cette enquête, c'est que ces projets de recrutement
dans ces 4 métiers sont signalés comme étant pour partie difficiles. Les employeurs disent rencontrer des difficultés dans 1 cas sur 2 pour les serveurs et les employés de l'hôtellerie, plus pour les cuisiniers et un petit peu moins sur les aides de cuisine, mais ça reste vraiment important parce qu'on est sur 40% de recrutements qui sont considérés comme difficiles. La dernière remarque qui va être importante pour la suite de mon raisonnement, c'est que c'est un secteur qui est très utilisateur de contrats saisonniers dans des proportions bien supérieures à la moyenne des autres métiers, en fait bien souvent le double. 65% des intentions de recrutement en tant que serveur sont des emplois saisonniers, 71% dans l'hôtellerie et presque 51% pour les cuisinières et cuisiniers. Donc c'est un secteur où l'emploi est majoritairement construit comme temporaire. Alors, pourquoi tant de difficultés de recrutement ? Avant d'entrer dans les explications sociologiques, parce qu'évidemment c'est un problème qui est multifactoriel, je vais peut-être quand même évoquer, mais ça a été déjà dit avant, l'explication qui est assez répandue et on essaye de nuancer avec les collègues sociologues, chercheurs, c'est que le problème des pénuries de main-d'œuvre, il est très investi. Politiquement, médiatiquement, voilà, c'est une construction militante, médiatique et politique. On va retrouver, alors je voulais vous le projeter, mais beaucoup de plateaux de télévision sur CNews, sur BFM, sur le sujet des pénuries de main-d'œuvre dans l'hôtellerie-restauration, où on invite bien souvent des représentants de syndicats patronaux disant, globalement, le problème, c'est que les gens, et particulièrement les jeunes, ne veulent plus travailler. Et ça, c'est un discours qui est quand même, qui circule énormément dans ces milieux-là et qui a ce problème de reporter complètement ou d'attribuer complètement le problème des difficultés de recrutement aux seuls salariés. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire dans cette recherche, c'est de prendre ce problème qui est brûlant et essayer de comprendre ce qui se passe concrètement sur ce marché du travail en ne s'interdisant pas de considérer le rôle des pratiques patronales dans ces difficultés de recrutement. Ce qui est rarement fait dans le discours commun, même si à la sortie de la crise sanitaire, on a pu un peu dire oui, c'est vrai que les salaires sont faibles, etc. Mais bon, ça restait quand même assez secondaire. Donc d'abord, première caractéristique de ce marché du travail, c'est que c'est un marché du travail extrêmement dynamique, où il y a beaucoup de mouvements de main-d'œuvre, beaucoup de turnover, ça a été dit un peu plus tôt. Je suis très embêtée parce que je n'ai pas mon schéma, mais j'essaye un peu d'expliquer. En gros, c'est un marché du travail où il y a plus de mouvements que d'autres marchés du travail. On a des effectifs qui, en 2022, ont été au plus fort en fait depuis 2018. Même en fait, on dit que juillet 2022 c'est le plus fort pic estival dans l'hébergement et la restauration. Donc voilà, c'est un secteur qui se caractérise par une forte demande de main d'œuvre, particulièrement à la suite de la crise sanitaire, ce qui a pu expliquer aussi ce regain des discours sur la pénurie, parce qu'effectivement, quand en 2022 tous les employeurs cherchent à recruter, d'un coup, boum. Ça peut générer des difficultés de recrutement mécaniquement. Donc, on a beaucoup de besoins de main-d'œuvre. Et donc, en 2022, si on a des effectifs qui ont grossi par rapport à 2018, on peut aussi imaginer que les candidats étaient quand même au rendez-vous, les candidates et candidats, puisque vraisemblablement, les employeurs ont pu recruter, et même plus que par le passé. C'est un marché du travail qui se renouvelle beaucoup d'année en année. C'est un secteur, si vous voulez, où la part des nouveaux entrants est très importante et n'a de cesse d'augmenter. Donc en 2022, on est à presque 40% de l'effectif qui n'était pas là l'année d'avant. Donc on est sur beaucoup de nouveaux entrants. Donc ça dit formation, problématique d'adaptation, mais voilà, beaucoup de nouveaux entrants. On a à peu près 2/3 de la profession qui reste en place d'une année sur l'autre. C'est moins en fait que les autres marchés du travail où on est plutôt sur 80% de l'effectif qui se maintient d'une année sur l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a évidemment aussi beaucoup de sortants. Donc mécaniquement, ça engendre des difficultés de recrutement parce qu'en fait, les employeurs, ils ont à recruter presque tout le temps. Donc pourquoi ça tourne autant ? Pourquoi les gens partent ? Pourquoi les gens ne restent pas longtemps ? Alors voilà, on va essayer de sortir de l'explication par les gens et les jeunes ne veulent plus travailler. Moi, je vais parler des conditions de travail et d'emploi, mais je pense qu'elles sont pas, c'est pas une explication suffisante. Il y a aussi dans ce métier beaucoup de gens qui sont de passage et qui font autre chose à côté et qui, du coup, légitimement, finissent par trouver un emploi qui correspond plus à leurs aspirations initiales. Il y a aussi des problèmes de santé dont on va parler, je pense, sur la table ronde prochaine, parce que nous, on a rencontré beaucoup de salariés jeunes, en fait, qui
ont des douleurs, qui ont des problèmes de santé, qui font que c'est très difficile d'envisager une carrière complète dans ce secteur-là. Et donc, moi, je vais vous parler des conditions de travail et d'emploi parce que on a beaucoup de données là-dessus et qui montrent qu'on est quand même sur un secteur qui est relativement sinistré, en fait, sur le plan de ce qui est proposé en termes de qualité de l'emploi aux salariés. Donc, on a déjà eu un indice précédemment. Ce sont des secteurs où l'emploi est majoritairement construit comme étant temporaire. Il y a une part de l'emploi dans les établissements qui, en fait, est appelée à se terminer au bout de quelques semaines ou mois. Donc, nécessairement, il y a cette partie de la main-d'œuvre qui sort. Ça signifie aussi qu'on a du personnel qui est que de passage, qui est précaire, avec de la précarité économique, précarité temporelle, c'est le fait de ne pas pouvoir se projeter dans le temps, le fait de ne pas pouvoir avoir de projet. Et c'est une forme de violence en soi, en particulier pour qui recherche une stabilité professionnelle. C'est aussi un terreau favorable à la violence, en mon sens, parce qu'on a des divisions. On a les permanents et les temporaires, on a les expérimentés et les novices. Donc ce sont des hiérarchies, ça hiérarchise le milieu professionnel et on peut imaginer que celles et ceux qui ne sont pas très bien positionnés dans cette hiérarchie professionnelle sont potentiellement des profils exposés. Donc quand on regarde les données, si je compare les métiers d'aide de cuisine, de cuisinier et de serveur à l'ensemble des métiers, très vite, il y a des caractéristiques qui se dégagent. Ça a été dit, mais je pense qu'il faut le souligner, parce que moi-même, j'en ai été très surprise en faisant le point sur ces statistiques. On a une population qui est jeune, voire très jeune, avec 37% de 15-24 ans parmi les serveuses et les serveurs, 29% parmi les aides de cuisine, 14% parmi les cuisiniers. Donc c'est assez manifeste. On a aussi une répartition des métiers selon le genre. Pour schématiser à gros traits, on a plutôt les femmes dans les métiers de service, les hommes en cuisine, même si, pour être plus nuancé, le métier de serveuse-serveur est plus mixte que le métier de cuisinière-cuisinier, où les femmes ne représentent qu'un petit tiers de la profession. Ça a été dit également, on a une surreprésentation des salariés immigrés. Entre 19 et 22% de salariés immigrés, c'est 2 fois plus que dans l'emploi total. Donc, ces caractéristiques sociales, elles sont importantes à souligner parce qu'elles sont au principe d'inégalité, de rapport de pouvoir à l'échelle de la société et que ça peut bien évidemment venir nourrir des dynamiques de pouvoir et de violence sur les lieux de travail, dans les interactions entre les hommes et les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les chefs, les subordonnés, les immigrés, les non-immigrés, les personnes racisées, les personnes blanches, etc., etc. En termes de caractéristiques d'emploi, on va trouver, sans surprise, mais il faut aussi le dire, la part des CDD est plus élevée pour les 3 métiers, particulièrement pour les serveurs-serveuses, c'est 2 fois plus que la moyenne générale, plus de temps partiel, sauf pour les cuisiniers. Et qui dit temps partiel dit salaire partiel, ça aussi, il faut s'en souvenir. Et donc, de façon assez logique, on a des salaires qui sont très en deçà du salaire médian. Le salaire médian est à 2090 € net pour un temps complet, tout métier confondu. Qu'est-ce qu'on trouve pour nos 3 métiers de la restauration ? 1270 € pour les aides de cuisine, 1350 pour les serveuses et serveurs, 1500 pour les cuisinières et cuisiniers. Et pour terminer, on a ces fameuses contraintes horaires, travail le samedi, le dimanche, la nuit, dans des proportions supérieures, voire très supérieures à ce qui a cours dans les autres métiers. Donc il y a une tension assez forte, à mon sens, entre des métiers qui sont précaires, qui sont très demandeurs, qui demandent du temps, de l'investissement, de l'engagement, et des salaires qui restent très faibles, des rétributions qui semblent assez insuffisantes, eu égard à l'exigence de ces métiers et des employeurs. L'autre remarque, c'est qu'on a des populations qui présentent de nombreuses fragilités économiques et sociales qui sont propices à l'émergence de violences. Et puis la dernière remarque, c'est que le marché du travail, évidemment, qu'il est beaucoup dynamisé par les pratiques des employeurs qui créent les emplois, en fait, et qui ont ce pouvoir de donner une forme aux emplois. Donc, il y a une vraie contribution des pratiques patronales à la dite pénurie de main-d'œuvre. C'est quelque chose qui, par ailleurs, est confirmé par d'autres études où on sait que les conditions de travail contribuent aux difficultés de recrutement et que c'est dans les secteurs où le travail est le plus dur, le plus contraignant qu'on retrouve des difficultés de recrutement. Je ne sais pas, qu'est-ce qui me dresse comme temps ? Ah, personne ne contrôle. Si, c'est étroitement contrôlé. Une paire de minutes. Bien, une paire de minutes. Bon. Ça fait techniquement 2, effectivement, c'est une manière élégante de le dire. Alors, il faut que je choisisse parce que j'avais plein de choses à dire encore. Bon,
Ce que je vais dire vraiment rapidement, c'est que je vais parler, je voulais quand même finir, parce que là j'ai parlé que de statistiques, c'est un petit peu désincarné, mais je voulais finir sur un portrait de salarié, donc une femme que moi j'ai rencontrée, avec qui j'ai fait un entretien, elle s'appelle Lynn, elle a 54 ans, elle est commis de cuisine en banlieue parisienne, et ce qu'elle dit, c'est que elle dit moi et mon conjoint, on ne s'en sort pas très bien. Elle est intérimaire. Elle a travaillé pendant 7 ans en intérim, mais quand je la rencontre, en fait, elle vient d'avoir un CDI, pardon. Donc, elle est très très contente parce qu'il y a vraiment un côté, c'est libérateur pour elle. Et on va comprendre pourquoi, parce que elle vit depuis 7 ans avec des revenus qui sont très irréguliers du fait de la durée aléatoire des missions d'intérim. Du coup, ses indemnités France Travail sont tout aussi irrégulières et aléatoires, donc elle ne sait jamais trop sur combien elle va pouvoir compter chaque mois. Et tout ça entraîne des problèmes financiers en cascade, c'est-à-dire que cette femme, elle a des impayés de loyer, elle a des problèmes avec sa banque, et elle se retrouve en plus de devoir travailler énormément, à avoir ce qu'on appelle du travail administratif, donc faire beaucoup de dossiers pour demander des aides, pour demander ce à quoi elle a droit. Donc, moi, quand j'entends cette femme, je dis c'est une battante de fait, quoi. Mais on voit que ce sont des métiers qui non seulement ne permettent pas de vivre décemment, mais qui mettent carrément dans la difficulté. Donc, juste pour conclure, moi, je suis rentrée par cette actualité de la pénurie de main-d'œuvre parce qu'elle a beaucoup explosé au sortir de la crise sanitaire. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'elles existent depuis bien avant la crise sanitaire, ces difficultés de recrutement, et qu'on les comprend mieux si on essaye de déplacer le regard des salariés vers les employeurs qui ont le pouvoir, ou un pouvoir en tout cas, sur ce marché du travail. Je finirai juste par ce qu'on entend souvent sur ces questions de pénurie de main-d'œuvre, c'est les jeunes n'ont plus le goût du travail, les jeunes n'ont plus le goût de l'effort. Je crois que ce goût de l'effort, en fait, c'est une valeur qui fait partie d'une culture de métier et qui est là aussi pour faire travailler les gens, pour leur faire accepter les abus et les violences notamment. Voilà, cette culture qu'on retrouve beaucoup autour de la force, l'endurance, le courage, la discipline, la soumission à la fois au chef et à la clientèle, culture qui a des accents virilistes, il faut le dire aussi, elle contribue directement à banaliser les violences. Et peut-être que les employeurs, quand ils disent que les gens ne veulent plus travailler, c'est peut-être que les gens ne veulent plus travailler dans ces conditions-là et dans ce contexte-là. Voilà, je vous remercie. Et je vais donner maintenant la parole à la personne de cette table qui a aussi un très beau prénom, Adrien, et qui va donc être le second intervenant. Merci beaucoup pour l'invitation et puis pour toutes les présentations précédentes. C'était vraiment... Et à venir, je pense qu'elles seront super aussi. Donc je vais essayer, alors, deux choses, de ne pas trop répéter ce qui a déjà été dit, mais je vous m'excuserai parce qu'il y a des petits points que je vais être obligé de réaborder parce que sinon mon propos manquera de cohérence. Et puis je vais essayer aussi, peut-être des formations professionnelles, comme je suis enseignant-chercheur, d'être le plus clair possible, le plus pédagogique possible dans ce que je veux vous dire. Donc peut-être que je vais aller un peu vite, mais il y a une volonté de synthèse derrière tout ça. La commande, c'était un peu d'essayer de revenir sur les raisons structurelles qui expliquent les violences qui ont été parfaitement décrites, etc. Et avec moi, plutôt, l'idée de montrer en quoi le système de formation contribue à la reproduction de ce climat de violence. Alors pour ça, je vais en parler, mais je vais d'abord évoquer deux ensembles de raisons avant d'arriver au système de formation. Donc voilà, trois ensembles de raisons pour expliquer pourquoi on a des violences systémiques. Le premier ensemble, c'est parce qu'on est dans la restauration au sein d'un univers qui est largement inégalitaire et qui est fondé sur un principe inégalitaire. Alors, ça a déjà été dit, c'est un monde où les inégalités économiques sont très présentes. Le salaire, pour les cuisiniers, le salaire médian, c'est 1 500 €, c'est 1 400 € pour les serveurs, et on a 2% des cuisiniers qui gagnent plus de 3 000 € par mois. Donc une petite élite qui tire les rétributions économiques de cet univers-là, qui est pourtant un univers florissant. L'hôtellerie-restauration, c'est 3% du PIB français. C'est plus que l'agriculture, par exemple, pour montrer à quel point c'est un secteur très important de l'économie française. Donc un univers où il y a des inégalités économiques, un univers aussi où il y a des inégalités sexuelles, voilà, une division sexuée du travail assez présente entre les cuisines et le service, en tout cas assez présente, assez
assez représentés. Et on oublie souvent en disant ça, c'est un peu impensif de dire voilà, les femmes en salle et les hommes en cuisine. On oublie qu'il y a un tiers de femmes en cuisine et qu'un tiers des cuisiniers sont des cuisinières. On l'oublie aussi beaucoup parce que ceux qui, je dis ceux, qui sont consacrés par les instances de consécration, en particulier le meilleur ouvrier de France, le guide Michelin, etc., c'est quasiment exclusivement des hommes. Voilà, sur les 2-3 étoiles en France, il n'y a que 3 femmes. Il y a une centaine de chefs 2-3 étoiles en France, et il y a 3 femmes. Voilà, il suffit de dire ça. Quand on sait qu'il y a un tiers des cuisiniers qui sont des cuisinières, on voit à quel point c'est un univers qui repose sur ces inégalités sexuées. Dernier point aussi, enfin peut-être 2 autres derniers points, c'est aussi un univers où il y a des inégalités symboliques. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est un univers où vous allez avoir un individu qui, du fait de sa fonction de chef, accapare tous les profits symboliques d'un travail collectif. C'est un individu qui peut se présenter comme un artiste artisan, comme voilà, à la frontière de l'artistique, et qui en fait, voilà, tout ça a été bien dit tout à l'heure, certains ne touchent plus les couteaux, et pourtant c'est eux qui, dans l'imaginaire collectif, voilà, s'attribuent tout ce mérite symbolique. Et là, pour le coup, je vais essayer de faire ça aussi, de montrer en quoi ça ressemble à d'autres secteurs. Là, pour le coup, ça ressemble beaucoup à 2 autres secteurs qui sont pareils, à la frontière entre le monde industriel et le monde artistique, c'est le monde du cinéma. Voilà, où on a le réalisateur qui s'accapare les profits symboliques du travail de toute une équipe technique, et puis le monde de la mode, où les couturiers et les couturières, là aussi, vont avoir tout le profit symbolique du travail de nombreuses petites mains. Donc vous voyez, c'est un univers inégalitaire, et puis à ça on rajoute une inégalité juridique qui a été très bien renseignée tout à l'heure, avec une grande partie des travailleurs à Paris notamment, qui est en situation de précarité juridique. Et là aussi, ça ressemble beaucoup à ce qu'un sociologue du travail, Nicolas Jounin, avait montré dans le bâtiment. Il avait fait une grande enquête, il avait publié un bouquin en 2010 sur le secteur du bâtiment, et il montrait que dans le bâtiment, là aussi, il y avait une utilisation, mais qui était une utilisation volontaire des travailleurs clandestins. On profitait de leur précarité juridique pour mieux les exploiter. Et donc la cuisine et le monde de la restauration est typiquement dans cette logique-là. Un anthropologue français qui s'appelle Emmanuel Terré, lui, il parle de délocalisation sur place. Il dit, voilà, c'est des activités qu'on ne peut pas délocaliser. Ben, le capitalisme est à l'intelligence du vice. Eh bien, voilà, il parvient à délocaliser sur place en profitant de cette précarité juridique-là. Donc voilà, ce monde d'inégalité. Ça, c'est le premier ensemble de raisons qui explique pourquoi on peut avoir des violences structurelles. Deuxième ensemble de raisons, c'est parce que c'est un monde du travail sous tension. Le monde de la restauration. Alors je ne reviens pas sur, ça a été parfaitement décrit à la fois par Cyrine et puis par les interventions de tout à l'heure, sur les conditions de travail, les conditions d'emploi, voilà, qui créent de la tension. Je rajouterais peut-être aussi que c'est un univers où on travaille les uns sur les autres. Il n'y a pas beaucoup d'univers où on est aussi proche de ses collègues, où on est aussi proche du regard de son patron, qui peut à tout moment contrôler ce qu'on est en train de faire, et donc les tensions sont exacerbées quand on est en proximité les uns avec les autres. Deuxième mode de tension, c'est aussi, là aussi tu l'avais dit un peu, c'est l'idée que c'est un monde qui, et vous aussi bien évidemment, c'est un monde qui met en avant l'idéologie du petit patronat. Et du petit patronat masculin, viriliste, etc. Même s'il y a des très grands patrons dans l'univers de la restauration. J'ai travaillé il y a peu, là, je suis revenu sur le suicide de Bernard Loiseau, voilà, pour une introduction, etc. Et il se trouve qu'au moment où il se suicide, son groupe vient d'être coté en bourse. Donc pour vous, sur le second marché, mais bon, c'est un groupe coté en bourse, pour vous dire qu'on est très très loin du petit entrepreneur et du petit patron, mais pourtant, la modalité de pensée, c'est celle du petit patron. Alors pourquoi je vous explique ça? Pour vous dire que cette mentalité-là de petit patron, c'est une mentalité qui explique pourquoi cet univers-là, c'est un univers qui est très réticent aux régulations nationales. C'est quand même fou de savoir que c'est un univers qui a eu une convention collective uniquement en 1997. Voilà, c'est quand même extrêmement tardive, et il a fallu que le gouvernement de l'époque l'oblige pour qu'il y ait une convention collective, pour qu'il y ait une régulation nationale. Et encore, là on voit toutes les volontés d'avoir de la négociation collective et d'avoir des accords qui profitent à tous les salariés, eh bien, sont systématiquement bloqués par le patronat. Ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas des patrons
qui font des choses pour leurs salariés, parce qu'ils ont besoin de conserver une partie de la main-d'œuvre, ils ne peuvent pas laisser partir toute la main-d'œuvre, donc il y a des patrons qui font des choses. Mais ils font des choses toujours avec cette logique de la faveur, cette logique de l'arrangement. Et en fait, c'est un monde où les salariés ont peu de droits et sont à chaque fois redevables de la générosité de leur patron. Et donc c'est ça peut-être qui pose problème, et peut-être qu'une des voies, ça serait de pousser à mettre les partenaires sociaux autour de la table. Là, le législateur peut le faire pour qu'il y ait des négociations. Il devait y en avoir d'avant, il y en avait eu un petit peu en janvier 2022, mais uniquement sur les salaires. Et là encore, vous l'avez bien dit, les salaires étaient dans la convention collective en dessous du SMIC. Et donc, après les négociations collectives, tout le monde s'était enorgueilli d'une hausse de 16%. En fait, ça ramenait le salaire minimum 4% au-dessus du SMIC. Et maintenant, c'est fini, puisqu'avec l'inflation, le SMIC est passé au-dessus, et la convention collective n'a pas avancé. Donc on voit que la convention collective, il n'y a quasiment rien dedans. Il n'y a même pas les 2 jours de repos consécutifs, donc les coupures ne sont pas dédommagées, les heures supplémentaires ne sont pas majorées, etc., etc. Il y a très peu de choses dans cette convention collective. Et enfin, et ça tu l'as dit aussi, c'est un monde de tension, parce que c'est un monde qui fonctionne sur le turnover. Voilà, ce qui marche bien, à savoir, c'est tous les ans, 1/3 de la main-d'œuvre est renouvelée. Et on peut se demander, c'est une question rhétorique que je pose, j'en suis sûr, c'est-à-dire que cette flexibilité-là, elle est souhaitée par le patronat. C'est-à-dire que c'est une flexibilité qui est sciemment pensée pour tirer les salaires vers le bas et pour disqualifier les nouveaux entrants. Et en fait, en fonctionnant sur un turnover collectif, enfin un turnover, alors à chaque fois, je vous dis bien 1/3. Donc le patronat veut conserver une partie de sa brigade, une partie de ses serveurs, et après il y a un volant de main-d'œuvre qui peut bouger et est soumis à la variabilité de l'activité. Ça, pour le coup aussi, ça ressemble beaucoup à ce que Gérard Noiriel, sociologue et historien de l'immigration et de la classe ouvrière, a montré dans l'utilisation de la main-d'œuvre immigrée comme volant de main-d'œuvre, et puis main-d'œuvre un peu jetable dès que l'activité se tarissait un petit peu. Et c'est aussi ce qu'on voit, c'est aussi un modèle de cette utilisation de main-d'œuvre qui a été montré par les chercheurs qui ont travaillé sur l'industrie automobile, etc. Je pense aux travaux de Linhart, etc. Donc voilà. Et j'en arrive, je suis vers cette longue introduction, j'en arrive aux raisons qui sont liées à la formation. Moi, j'ai travaillé. Alors un peu à distance de ce qui se fait beaucoup chez les sociologues qui travaillent sur la restauration et qui travaillent beaucoup sur les formations d'élite, sur l'école Ferrandi, sur l'école Vatel, sur les pensionnats suisses, sur ces grandes écoles-là qui forment au service du luxe. Moi, j'ai travaillé sur un lycée hôtelier de province. Il y a des lycées hôteliers dans tous les départements de France. Voilà, des petits lycées hôteliers qui forment cette petite main-d'œuvre et ce petit encadrement, puisqu'il y a souvent des bacs pro, des bacs techno et des BTS dans ces lycées hôteliers-là. Et dans ces lycées hôteliers, alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'on forme très peu dans la restauration. Dans les bacs pro, tous les bacs pro de la restauration, c'est à peine 30 000 élèves, sachant qu'il y a 1,5 million de travailleurs dans la restauration là, en 2023, donc 30 000 élèves, c'est très peu, c'est 5,9% des bacs pro qui sont dans la restauration. À titre de comparaison, le commerce, par exemple, c'est plus de 120 000 élèves en bac pro. Le sanitaire et social, c'est plus de 65 000 élèves. Et là, dans la restauration, c'est que 30 000. Donc il y a très peu d'élèves qui sont formés. Et c'est à peu près pareil aussi pour les STS, pour les BTS. Autre chose aussi, c'est que ces élèves-là, finalement, ils ressemblent beaucoup aux élèves de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel. Donc ce sont des élèves qui sont majoritairement issus des classes populaires et qui ont majoritairement des difficultés scolaires. Et en fait, c'est des élèves donc, avec ces caractéristiques-là qui sont beaucoup plus orientés vers la cuisine qu'ils s'orientent eux-mêmes. Là, pour le coup, moi, j'ai fait une erreur. Je pensais arriver là et voir des gamins qui étaient fans de Top Chef, etc. Et en fait, la plupart étaient là par défaut, parce que c'était ceux qui prenaient, etc. Voilà. Et donc, en fait, ces gamins-là, donc issus des classes populaires et éloignés de la grande cuisine, dans les lycées hôteliers, même les petits lycées hôteliers de province, le modèle de l'enseignement, c'est le restaurant gastronomique.
Il y a une idée d'une hiérarchisation de la cuisine, avec l'idée que qui peut le plus peut le moins. On va leur apprendre le service et la cuisine dans des restaurants gastronomiques, et après, ils pourraient travailler dans tous les secteurs d'activité. Sauf que cet apprentissage-là, ça demande de profondément transformer les élèves. Les élèves n'ont pas les propriétés sociales et les capacités, sont très éloignés de cette restauration gastronomique. Et en fait, la formation est une formation qui va être basée sur la coercition. Les élèves vont être très, très contraints durant leur formation. Je vous donne des exemples. Alors, peut-être moins sur le premier exemple, où ils vont incorporer des pratiques. Voilà, ils vont apprendre des pratiques, comme dans tous les métiers. Un vocabulaire aussi. Voilà, là aussi, comme dans tous les métiers, même si dans la restauration, j'ai fait une petite étude, le vocabulaire est quand même très, très important, quoi. Il y a 12 manières de tailler des légumes, par exemple. 12 noms pour le taillage de légumes. Donc, vous multipliez ça avec tous les éléments. Ça encore, c'est pas trop la contrainte. Mais par contre, l'autre contrainte, c'est plutôt les contraintes qui vont porter sur la domestication des corps. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un monde très inégalitaire, un monde très hiérarchisé. Et donc, c'est un monde où les élèves vont devoir apprendre la docilité, vont devoir apprendre à rester à leur place, vont devoir apprendre la hiérarchie. Voilà, le fameux « oui, chef ». J'ai été surpris aussi, il salue tous les... Dès qu'il y a des adultes dans les couloirs, il salue les adultes, ils sont extrêmement polis, beaucoup plus que mes étudiants. Mais bon, mais c'est pas grave, qui des fois font semblant de ne pas me voir dans les couloirs en détournant la tête. Je ne sais pas ce que je leur ai fait, mais bon, voilà. Donc voilà, mais en tout cas, il y a cet apprentissage de la docilité. Et après, il y a des apprentissages aussi très profonds, c'est-à-dire que ces enfants-là, ils sont très éloignés des goûts culinaires des classes supérieures, et donc il va falloir transformer leur goût, leur faire manger des choses qu'ils n'ont jamais mangées, apprendre ce qu'est un bon assaisonnement, etc., et toucher des produits qu'ils n'ont jamais l'habitude de toucher. Transformer aussi leur goût esthétique. Voilà, il y a une dimension importante du dressage de l'assiette. Mais c'est quoi une belle assiette? Et c'est quoi apprendre une esthétique? Ça, les travaux de sociologie ont montré depuis très longtemps que les pratiques culinaires, la dimension esthétique des choses, c'est quelque chose qui est très ancré dans la socialisation familiale et que c'est très dur de le faire évoluer. Et donc ça demande là aussi beaucoup de coercition. Et puis, il va falloir aussi modifier les corps, modifier les manières d'être. Alors là, c'est très important chez les serveurs et chez les serveuses, c'est-à-dire que c'est les manières de parler, les manières de se tenir, les manières d'entrer en interaction, l'apprentissage aussi de la dévotion, etc., qui va être très importante. Et il y a un enjeu aussi autour de la féminité, puisque à ces jeunes filles des classes populaires, il va falloir qu'on apprenne une féminité qui convient pour le service de la bourgeoisie, donc une féminité polissée, une féminité désexualisée. Et ça, c'est assez violent symboliquement, même si moi, je n'ai pas assisté dans les cours à des violences physiques en quelque sorte, parce que j'étais là, je pense aussi. Mais symboliquement, c'était toujours assez fort. Et puis dernièrement, et je finirai là-dessus, dernière coercition, c'est qu'aussi, c'est un métier à vocation. C'est devenu un métier à vocation, un métier qui se veut artistique, et donc un métier dont il faut susciter l'engagement total des élèves. Et considéré comme un bon cuisinier ou un bon serveur, déjà, c'est le règne de la mobilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester au lycée hôtelier. Si à un moment, vous ne faites rien, le prof vous reprend et va vous dire « c'est pas normal, en cuisine, on doit toujours se bouger, etc. Au service, on doit toujours se bouger. C'est pas normal, etc. » Deuxième chose aussi, c'est l'idée il faut que le professionnel rentre dans le personnel. Il faut faire à manger chez soi, il faut tenir des livres de recettes, il faut aussi avoir de la mobilité, se projeter dans une forme de mobilité. Et ce qui est vanté, c'est un peu aller à l'étranger ou faire le tour de France, etc., voir différentes cuisines, etc. Et puis, avec les horaires spécifiques et décalés, on sait très bien que c'est des métiers où on va avoir un entre-soi qui va être très important du fait de ces situations-là. Et donc, pour susciter cette envie, pour susciter cet engagement total, il y a une forme de chantage au luxe qui est faite par les enseignants. C'est-à-dire qu'on met beaucoup en avant l'idée que si vous travaillez bien, vous aurez un bon stage, vous allez aller dans un macaron Michelin, vous allez aller dans un hôtel de luxe, etc. Et donc, en fait, on suscite chez ces jeunes-là l'appétence pour le luxe. Et là où c'est pervers, c'est qu'en fait, en suscitant ça, ceux qui sont motivés par la cuisine, ils ne voient leur insertion professionnelle que dans les grandes maisons.
Et en fait, c'est les grandes maisons, c'est un pourcentage, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pourcentage infime des métiers dans le secteur. Et donc, on arrive avec des enfants qui ne jurent que par l'insertion dans les grandes maisons et qui peuvent voir rapidement leurs ambitions contrariées et dévoyées. Et donc, je finirai là-dessus, ça explique aussi pourquoi on a énormément de jeunes diplômés de la restauration, déjà qui quittent le secteur 2 ou 3 ans après y être rentrés. Une étude de 2010 disait que la moitié des élèves de Bac Pro étaient sortis de la restauration 3 ans après leur diplôme. Moi, les données que j'ai, c'est beaucoup plus important. Alors, c'est beaucoup plus limité, mais on est plutôt sur 10%. Et dans mes données même, il y avait une moitié des élèves qui ne rentraient même pas dans le secteur de la restauration, qui, après leur Bac Pro, après leur BTS, se réorientaient et faisaient totalement autre chose. Donc, voilà. Et ça explique aussi cette question de la pénurie, c'est que les jeunes ne rentrent plus, et donc on dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Voilà. Merci. Troisième intervenante, Elsa. Oui, merci beaucoup. Donc pareil, moi je vais parler d'un point de vue collectif, puisque toutes les recherches que nous avons menées sont collectives. Et voilà, depuis plusieurs années, les recherches qu'on mène visent à repenser les organisations du travail dans le secteur de la restauration avec 3 leviers. La santé, évidemment, la performance et le développement des individus, des collectifs et des organisations. Et du coup, on essaie de travailler, de faire tourner ce modèle au sein d'un triptyque dans lequel on va interroger les formes de management, la formation et les organisations du travail. Alors aujourd'hui, on nous a demandé de parler plus spécifiquement du volet formation. Juste avant de rentrer là-dessus, il me semble qu'on n'a pas eu de définition de ce qu'était la violence au travail. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on recherche une définition, il n'en existe pas de canonique. On a le BIT, le Bureau international du travail, qui définit la violence comme toute action, tout incident ou tout comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable par lesquelles une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre ou du fait direct de son travail. Et donc, il y a l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui, en travaillant à partir de cette définition, a aussi rajouté qu'il y a des violences qui sont internes au sein des brigades, entre les personnels, par exemple, et externes, ce qui s'apparenterait ici aux clients, par exemple, aux fournisseurs, etc. Donc, c'est aussi intéressant, il me semble, de le rappeler. Et puis, ce qui est aussi intéressant dans le concept de la violence au travail, c'est qu'il y a des degrés différents. Et c'est justement de ça dont je vais vous parler. Donc, les premières recherches qu'on a menées portent donc sur les violences au travail chez les apprentis. Et ce qui était assez intéressant, c'est que quand on a questionné des apprentis sur leur situation de travail en situation professionnelle et de formation, ils ne définissent pas forcément que c'est de la violence. Je m'explique. Ils définissent les tâches qu'ils ont à réaliser comme des tâches ingrates, par exemple décortiquer des noisettes pendant des semaines, des humiliations, des coups physiques, des coups de torchon, des brûlures volontaires. Mais pour l'échantillon qu'on a interrogé, c'est des rites du métier, c'est aussi une première expérience professionnelle dont on ne sait pas en fait ce qui est normal ou pas. Et puis il y a ce que vous avez aussi dit, la chance d'être pris en stage dans une grande maison, donc surtout on ne dit rien. Donc il y a ces violences qui sont admises, cautionnées, mais qui ne sont pas forcément identifiées comme. Alors, je voulais juste vous citer un verbatim qui m'a semblé intéressant. Après, il y a un humour particulier chez les cuisiniers, et puis c'est un métier d'homme. On a des frigos à taille humaine, alors oui, évidemment, on s'enferme dedans. Les coups de torchon, c'est affectif, il ne faut pas se formaliser. C'est un milieu très masculin, les femmes que j'ai vues, c'est des bonhommes. Alors, d'un autre point de vue autour de la violence, qui nous a paru aussi symbolique, c'est l'organisation du travail et les effets de ces organisations sur la santé. Notre échantillon, qui est âgé qui a à peu près 18 ans, se plaint de mal de dos, de problèmes de sommeil, de fatigue importante, et notamment liés au rythme intense et avec la faible possibilité de récupérer, parce que quand vous faites un service, vous ne pouvez pas vous coucher tout de suite. Souvent, c'est comme les sportifs, vous avez l'adrénaline qui va derrière. À cela, il y a aussi, quand on va justement dans les écoles, il y a aussi pas mal de femmes qui nous disent se sentir mises à l'écart et qu'être une femme dans le milieu de la restauration, c'est un gros frein à leur carrière. Et justement, quand on a fait un peu débattre autour de ces questions-là, la classe, il y a carrément des jeunes hommes qui disaient « t'as qu'à avoir du caractère ».
Et puis une autre forme de violence symbolique, c'est aussi le métier idéalisé, c'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes que nous avons interrogés, le rêve, c'est d'avoir son propre restaurant, alors qu'on sait aujourd'hui, et il y a pas mal de recherches qui montrent que la santé des personnes qui tiennent des TPE est très mauvaise, et pourtant c'est le but ultime. On a aussi mené des recherches sur, finalement, qui sont les formateurs, qui sont les enseignants de cuisine. Alors, formateurs, c'est pour les écoles privées, et enseignants, c'est pour le public. Et en fait, on s'est interrogé parce qu'on s'est dit, mais comment on peut former un métier qu'on sait pénible, qu'on sait violent? Comment on en arrive là aujourd'hui et comment est-ce que, justement, on essaie de dépasser ça, etc. Alors, pour la grande majorité des formateurs qu'on a interrogés, ce sont des anciens cuisiniers. Des anciens cuisiniers qui restent très attachés à leur métier. Et d'ailleurs, dans la fonction publique, c'est les personnes qui demandent le plus d'autorisation de cumul pour pouvoir continuer à travailler en plus de leur métier, pour ne pas se sentir coupés justement de la cuisine, et qui disent « ce que j'ai acquis, je le transmets, ils m'appellent chef, c'est des marques de respect. Après, dans la démonstration, je leur monte dans le coup de feu ». C'est des personnes qui ne sont du coup pas toutes formées à la pédagogie et donc qui vont parfois utiliser un peu ce qu'ils savent faire en tant que chef. Les motivations pour changer de carrière, c'est-à-dire de passer de chef à formateur, sont plurielles. Il y a déjà un besoin d'équilibrer ses sphères de vie. On devient parent, on a besoin de plus de temps, par exemple. Des difficultés de santé. Donc, quand on a des problèmes de santé, ça a été dit, on est complètement exclu de ce milieu-là. Et puis, un échec ressenti au sein d'une brigade. Et pour une autre partie, il y a quand même un entourage porteur, une rencontre qui a donné envie de transmettre et une vocation pour transmettre. Et vous voyez, il y a quand même d'autres motivations qui poussent à le devenir. Et puis, du coup, il y a aussi le fait que dans le milieu de la restauration, être formateur, être enseignant, c'est souvent mal vu. C'est souvent les cuisiniers ratés ou qui n'ont pas réussi à tenir leur brigade. Et du coup, pour justement montrer qu'ils sont capables, ils vont justement mobiliser des expériences professionnelles pour légitimer leurs compétences. Et je vous cite un verbatim. Donc, il faut leur prouver que vous êtes compétents. Donc, on se sert de l'expérience professionnelle. On dit, moi, j'ai tenu un restaurant pendant 35 ans. Donc, avant de parler, je vous montre les avis sur Internet. Et il montre les avis qu'il avait eus justement quand il tenait un restaurant. Donc il y a aussi ce culte de la virilité qui est encore très très présent dans le milieu. Ceux qui sont encore en poste, c'est les meilleurs, c'est les plus solides, c'est les guerriers. Ça a été dit aussi, les formateurs, même s'ils savent qu'il y a des formes de violence, n'ont pas toujours la possibilité de blacklister des puisque quand on est dans des petites villes, justement, comme le disait le collègue, on n'a pas beaucoup d'autres établissements dans lesquels aller faire des stages. Donc, en fait, il y a des arrangements. On va emmener nos étudiants, on va mettre les étudiants qui ont le plus de caractère, qui seront le plus vers le dos rond au quotidien. Et puis, donc, par rapport à cette question de comment on enseigne un métier difficile, en fait, l'échantillon n'est pas unanime. C'est-à-dire qu'à la fois, on a des formateurs qui disent faut les protéger au maximum, leur laisser le temps d'apprendre dans des conditions, parce qu'on sait que l'apprentissage est long. Et puis, il y en a d'autres qui disent non, si on est trop bienveillant, le choc, une fois qu'on est en brigade, est trop important. Et là, il y a encore, c'est pas leur rendre service. Donc, il y a ce culte aussi de il faut quand même leur apprendre un peu dans la douleur. Alors, je vous mets un exemple. L'enseignant qui dit « T'es prêt quand ?» 5-10 minutes, chef. 10, c'est trop. 5 chefs, il t'en reste 2. Voilà. Donc, de toujours pousser à aller plus vite au quotidien. Donc, ça pose aussi la question de la norme dans un milieu réputé. Qu'est-ce qui est acceptable du point de vue de la formation ? Et ce qui nous a aussi interrogé, c'est que ces formateurs n'ont pas connaissance d'autres modèles. Alors, par autres modèles, je m'explique, il existe aujourd'hui, dans le monde du travail, d'autres modèles économiques qui visent plus d'horizontalité dans les organisations, notamment les SCOP, les entreprises libérées. Alors, on n'a rien inventé, ça existe depuis des années. Et pour autant, il y a de plus en plus de restaurants qui se montent avec cet objectif-là d'horizontalité. Et en fait, ça fonctionne. Pour la majorité que l'on suit, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de turnover. Il y a un engagement profond à l'entreprise. Il y a un travail en accord avec ses valeurs, souvent écologiques, durables, souvent à gauche. Il y a un renforcement du collectif de travail, la possibilité de développer ses compétences et une absence d'horaire coupé. Mais ce modèle-là, il fonctionne surtout quand le restaurant fait aussi bar, parce que d'un point de vue économique, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Mais ça veut aussi dire qu'il faut que les clients acceptent de ne pas forcément manger des petits plats le soir, mais plutôt des planches ou des plats qui ne sont pas forcément toujours les plus élaborés. Alors, juste pour ceux qui ne sont pas très au clair sur entreprise libérée, c'est le fait en fait, de redonner le pouvoir aux salariés. En fait, c'est ceux qui font, qui savent.
Et donc, l'idée, c'est de penser collectivement à comment on fait des commandes. Quand il y a un problème, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive alcoolisé, comment on régule collectivement cette problématique. On a un problème, je sais pas, on doit acheter une machine, on passe pas forcément par le chef, on a accès directement par la carte bleue de l'entreprise, etc. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on essaie d'accompagner, ces formes d'organisation qu'on essaie d'accompagner au quotidien, voilà, au sein de collectifs qui le désirent. Bon, il ne faut pas idéaliser le tout non plus. On se rend bien compte aussi qu'il y a des risques psychosociaux dans ces milieux-là. Il y a aussi de l'épuisement professionnel. C'est pour ça que c'est important d'accompagner ces organisations pour aussi arriver à poser des règles et des principes. Voilà, donc ce qu'on essaie, nous, de mettre en place au quotidien, c'est d'essayer de penser et de mettre en place des espaces pour penser le travail. Souvent, on a notre triptyque de Danielou, pouvoir penser, pouvoir débattre, pouvoir agir. Et quand il y a un problème en organisation, c'est souvent parce qu'il y a un de ces triptyques-là qui ne fonctionne plus. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont très peu d'espace pour se former, mais aussi parce que c'est difficile de laisser sa cuisine. D'un point de vue économique, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de temps dédié. Et puis, quand on a voulu faire des recherches avec des chefs, nous, on fait beaucoup de recherche-action, c'est-à-dire qu'on va en situation de travail, les chefs qui nous disent « Ouais, mais on va voir que je suis en galère, ça va faire mauvais genre ». Donc, il y a aussi cette réticence à la formation qui serait vue comme un mauvais objet. Et puis, ça a été dit aussi, il y a aussi des gros progrès à faire en termes d'inclusivité, les vestiaires différenciés, des tenues de cuisine adaptées, notamment pour les femmes, du matériel adapté, des horaires qui permettent d'avoir une conciliation avec ces sphères de vie. Et ça doit aussi être porté par les écoles, il me semble. Et je voulais juste dire quelque chose, parce que depuis le début de cette table ronde, là, j'entends des choses sur le fait que c'est le secteur qui est représentatif, etc. Moi, je travaille aussi dans le secteur de la culture, sur les intermittents du spectacle. Mais c'est tellement commun. Enfin, je veux dire, le non-respect de l'inclusivité, des heures coupées, de la précarité. Donc, OK, il y a un énorme problème, mais je pense qu'il faut, plutôt que distinguer, je pense qu'il faut au contraire porter des combats collectifs, parce qu'en fait, il y a plein de similarités entre ces secteurs d'activité. Et voilà, il me semblait que c'était important de le signaler. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos 3 interventions. Du coup, ça nous laisse du temps pour faire passer à nouveau le micro. Oui, moi je suis médecin du travail et j'ai 2 vraies questions à poser. La première, c'est pourquoi la pénurie dans ces métiers ne profite pas à l'amélioration des conditions de travail, puisque dans d'autres métiers, au contraire, on paye plus cher les salariés pour en trouver. Et par rapport à ces risques psychosociaux, l'assurance maladie, le directeur de l'assurance maladie met l'accent sur l'augmentation des indemnités journalières qui sont de plus en plus importantes. Et il a mis ça en relation avec les risques psychosociaux. Donc je voulais savoir si vous aviez une idée de savoir si dans la restauration, il y a plus d'arrêts de travail, c'est très représenté les arrêts de travail ou pas, et si on peut les lier à ces risques psychosociaux. Moi, j'ai une question qui est... Donc là, on parle de là où ça ne va pas, là où il y a des violences. Voilà. J'aimerais savoir là où c'est différent et là où on fait un peu mieux. Est-ce que vous savez observer là où ça va un peu mieux, là où ça change, là où les conditions de travail, l'organisation du travail change? On a parlé tout à l'heure des scopes, des organisations qui sont horizontales. Est-ce qu'il y a une segmentation qui pourrait... expliquer que dans certains, je ne sais pas, types de restaurants ou types d'établissements par chiffre d'affaires, ou enfin j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a ou peut-être même une segmentation géographique, j'en sais rien, mais qui pourrait expliquer qu'il y a certains endroits dans lesquels ça va mieux. Derrière, il y a... Ah, pardon, un peu dans le prolongement, il y a quelque chose qu'on a un peu effleuré, je trouve, c'est le modèle économique lui-même du restaurant traditionnel, qui est souvent évoqué, parfois assez fallacieusement par les chefs, mais des freins à une amélioration des amplitudes horaires, c'est-à-dire un service le midi, un service le soir, 5 jours par semaine, si possible, qui fait qu'économiquement, les chefs nous disent... j'ai pas les moyens d'avoir deux brigades complètes qui pourraient faire une le matin, une le soir. Est-ce que vous avez observé, vous, et peut-être dans les endroits où ça va mieux, que ce modèle est aussi questionné aujourd'hui? Il y a
quand même de plus en plus de restaurants qui n'ouvrent que le midi ou que le soir, qui bossent sur 4 jours et pas sur 5. Est-ce que ça fait partie des observations de terrain ? Merci beaucoup pour ces questions et commentaires. Alors, je vais essayer de répondre déjà sur la question de pourquoi est-ce que la pénurie ne profite pas à l'amélioration des conditions de travail. Je pense qu'il n'y a pas de volonté très forte en fait de la part du secteur de changer en profondeur le métier. Après voilà, moi je peux donner quelques petits exemples comme ça à la volée que moi j'ai entendu de la part d'employeurs que j'ai interrogés. Alors après c'est leur déclaration, je sais pas si c'est réel, mais certains me disaient bon, surtout en région parisienne, depuis qu'on trouve personne pour travailler, on a arrêté les coupures, on ferme le dimanche ou on fait sur 4 jours et pas 5. Mais par contre, dans leur discours, c'est vraiment... ils le font, mais c'est pas de gaieté de cœur, quoi. Enfin, c'est parce qu'ils sont forcés, que là, ils sont au pied du mur et qu'ils n'ont pas le choix. Mais bon, j'imagine que si la conjoncture s'améliore à un moment donné, c'est aussi possible qu'ils reviennent à leurs vieilles habitudes, si je puis dire. Et ça, je vais connecter cette question avec celle des modèles économiques. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on est quand même, quand on parle de la restauration, en fait, on parle d'un peu plein de choses. Il y a des établissements de taille très différentes, avec des logiques capitalistiques très, très différentes aussi. Et c'est vrai moi, personnellement, dans mon étude, j'ai un peu moins utilisé ce critère pour comprendre un peu mieux comment ça se jouait. Mais clairement, il y a une très grosse diversité d'entreprises et notamment des petites entreprises qui ont peut-être davantage de logique de gestion, on dit familiale ou domestique, qui ne sont pas forcément meilleures que la grosse entreprise, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout, mais qui aussi peuvent générer des situations de violence, d'inégalité, mais aussi parce qu'il y a des marges de manœuvre économiques qui sont probablement plus limitées pour les employeurs. Je pense que c'était tout ce que je voulais dire. Je veux bien rebondir aussi super. Sur les deux. Sur le modèle économique et après sur la question de la pénurie et la rémunération. Le modèle économique le plus rationnel, c'est les restaurants de 3 étoiles. Ça fonctionne que sur réservation. Vous choisissez le menu à l'avance, vous dites ce que vous mangez ou ce que vous ne mangez pas. Donc il n'y a pas de perte. Et on sait exactement ce qu'on va faire, etc. etc. Ça, c'est un modèle. Alors, même s'il y a beaucoup de personnel, c'est un modèle économique extrêmement rentable. Après, c'est les restaurants qui peuvent bien fonctionner aussi. Des fois, ça peut être réduire le nombre de couverts, réduire le nombre de plats à la carte, parce qu'en fait, un des grands enjeux, c'est la perte et quand c'est pas plein. Et la tendance des fois des restaurateurs, c'est de dire il faut que je sois ouvert tout le temps pour pas perdre des clients. Des fois, il vaut mieux aussi ouvrir moins, avoir des moments où on est fermé, etc., pour pas tomber dans cette logique-là. Donc peut-être que la tendance d'aller vers là. Mais encore une fois, peut-être que les professionnels qui sont là pourront avoir d'autres avis là-dessus et peut-être plus éclairés. Mais à mon avis, c'est un peu ça. Et autre élément aussi qui est assez... là où ça marche bien, c'était assez surprenant quand j'ai recontacté des diplômés de la restauration. En fait, il y en avait beaucoup qui aimaient bien, pour ceux qui continuent à travailler, il y en avait 2 ou 3 qui bossaient à Disney. Parce qu'en fait, ils font la brasserie, elle est ouverte toute la journée. Ils bossent 7 heures d'affilée, et comme ça, ils rentrent chez eux. Alors, je dis pas qu'ils feront... c'était 4 ans après, ils font peut-être pas ça toute leur vie encore, mais cette question, en fait, la rémunération, bien évidemment, c'est important. Mais la question de la coupure, c'était vraiment une question très très importante. La question des 2 jours de repos consécutifs, d'avoir des week-ends de temps en temps, etc. Ça, sur les conditions de travail, c'était vraiment important pour eux. Encore une fois, c'était 4 ans après leur diplôme. Peut-être que dans 4 ans, ils feront autre chose. Ce qui était aussi parlant, c'était de voir que les enfants de professionnels qui étaient dans la formation, ils voulaient surtout pas être restaurateurs. Ils faisaient ça pour travailler dans l'agroalimentaire, pour être leur rêve, c'était d'être commercial dans l'agroalimentaire. Alors je dis pas que c'est mieux et que ça fait rêver non plus, mais voilà. En tout cas, c'était ça qui était leur objectif avec l'idée. Je veux une vie de famille. Je sais pas quand aussi on est commercial, si on a une vie de famille beaucoup plus développée. En tout cas, il y avait cette idée-là. Je réponds juste après. J'arrête. Je veux pas. Sur les conditions de rémunération et la pénurie. Un des bons exemples quand même de la tension qu'il y a, c'est lorsqu'il y a eu la loi Darmanin, le fait qu'il y a eu toute une campagne de l'UMI
pour que la restauration soit dans les métiers en tension. Et on a vu que ça a créé aussi, on a vu une scission parmi les conservateurs au gouvernement. On avait la ligne très libérale de Bouvet, je crois, voilà, la ministre du Travail, et la ligne plus droitarde, très fortement droitarde, de Darmanin-Retailleau pour dire il ne faut surtout pas les inscrire, ça, on va faire rentrer des étrangers, etc. Donc voilà, déjà il y avait ça. Et c'est aussi pour dire que les libéraux, finalement, ils utilisent toujours, en fait, le libéral. Dans un monde libéral, quand il serait idéal, normalement, oui, il y a une pénurie de manœuvre, on augmente les salaires. Mais finalement, ce n'est pas des vrais libéraux, puisque quand il y a un monde libéral comme ça, ben, on fait rentrer de la nouvelle main-d'œuvre. On s'arrange pour qu'il y ait une nouvelle main-d'œuvre pour ne pas jouer sur les conditions de travail. Et ça, c'est vieux comme la révolution industrielle. Hein. Donc, c'est éternellement les mêmes recommencements. Mais c'était marrant de voir ça, et finalement, à la fin, c'est la ligne libérale qui a fini par gagner, mais avec un an de retard. Moi, je voudrais juste rajouter juste 2 secondes pour dire qu'on parle beaucoup des chefs et tout ça, mais il y a aussi, à mon avis, à faire au niveau des clients qui aussi ont une attitude, des exigences qui font que les conditions de travail, elles sont aussi complexes. Et ça a été dit par justement Madame Frediani dans son ouvrage. Et je voulais aussi dire, moi, ce que j'essaie de penser là, avec les acteurs du secteur, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas faire un syndicat, je ferme les yeux, hein, mais mixte, c'est-à-dire qui regroupe, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de chefs qui sont leurs propres employeurs, qui travaillent en couple. On a un article qui va sortir là-dessus, je fais de la promo aussi. Et qui sont donc leurs propres employeurs. Et là, c'est encore plus terrible d'un point de vue des conditions de travail. Donc voilà, pourquoi pas un syndicat mixte qui mélangerait employeur-employé, sachant que du coup, nous, ça fait une dizaine d'années qu'on bosse sur le secteur. On n'est jamais arrivé à travailler avec l'UMI, quoi. Mais jamais. À chaque fois, on nous dit que c'est des trucs de bobo, la cerise sur le gâteau, etc. Donc, il y a un truc à faire, à mon avis, comme dans l'agriculture, par exemple, pour faire changer les choses. Voilà, Justement, je voulais donner un tout petit élément sur parce que c'est ça que je voulais dire et que j'ai oublié. J'ai pas de données, mais ça, c'est à confirmer aussi avec les professionnels du secteur. Moi, de ceux que j'ai rencontrés, celles et ceux que j'ai rencontrés, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit interdit moral autour de l'arrêt maladie, qui est très en lien avec cette culture de métier, il faut toujours être à fond, dévouement total. Et j'ai plutôt l'impression que les salariés vont travailler en étant malades. En tout cas, c'est plutôt les retours que j'ai. Après, à voir avec des chiffres, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, à force d'être malade, on finit par devoir s'arrêter de toute façon, quoi. C'est ce que dit un article de Fanny Darbus et Émilie Legrand qui dit ça, qui ne s'arrête pas, ce que tu disais. Mais c'est pas spécifique au secteur. Une fois de plus, dans la culture, c'est pareil. Tu bosses ou tu crèves, parce que ton cachet, il le faut, et si tu y vas pas, c'est toute l'équipe, quoi. C'est pas complètement les mêmes pénibilités. À discuter, quoi. À discuter. Mais... Ouais. Bonjour à tous. J'en ai pas pour longtemps. Je suis Sarah Guénette, je suis psychologue clinicienne et bénévole au sein de Bondir. On a travaillé, comme l'évoquait Samy, sur un questionnaire en santé mentale. Et du coup, je me permettais de rebondir sur la question des arrêts de travail. On a posé la question, notamment dans le parcours professionnel, d'expérience en lien avec les états de santé mentale au travail. Et les répondants, donc pour l'instant on a plus de 500 répondants, ce qui est déjà pas mal, mais ça nous permet de tirer déjà quelques résultats. En tout cas, ils sont plus de 50% à dire travailler moins efficacement en raison de l'état de santé mentale en lien avec leurs conditions de travail. Ils sont également près de 50% à déclarer avoir besoin de s'arrêter sans pouvoir le faire. Et dans la moitié des cas également, finalement, ils démissionnent. En tout cas, il y a très peu de personnes qui déclarent soit prendre des congés non prévus, soit être arrêtées quelques jours. Les travaux de Sylvie Monchat montrent ça aussi en sociologie, que tu t'arrêtes pas, tu pars. Ça permet de le faire. Carrément. Peut-être Madame Labat qui n'est pas encore intervenue, et après on va interrompre la séance pour avoir 10 minutes de pause. Juste pour répondre à l'idée d'un syndicat mixte, je crois que l'idée du syndicat, c'est de lutter pour et par les travailleurs, et il n'y a aucune raison de travailler avec le patronat dans l'intérêt du patronat. Je pense qu'ils savent le faire très bien. On se retrouve avec
c'est on une se vision, retrouve c'est une aujourd'hui. invasion du patron qui serait forcément mauvais. Aujourd'hui, finalement, il y a plus de patrons syndiqués que d'employés de la restauration syndiquée. Les taux de syndicalisation, tu vois, par exemple à la CGT, à FO qui sont les plus gros, c'est ridicule. On a plus de patrons syndiqués. Donc non, aujourd'hui, on va se concentrer, je pense, sur repolitiser et resyndiquer notre branche. Et si on arrive, ce sera déjà énorme. Carrément. Vous voulez qu'on madame, mais après, de toute façon, c'était plus des rebonds que des... Bonjour à tous. Moi, je trouvais que dans cette discussion, c'était intéressant d'avoir aussi la vision d'un chef. Donc, je me présente, je m'appelle Lorraine, je travaille dans un restaurant à Paris qui a une étoile. Et j'ai une double casquette, on va dire. J'ai une casquette de salarié parce que je suis salarié dans cette entreprise et je suis aussi associé. Donc, c'est aussi pour rejoindre la question sur le syndicat, c'est intéressant. J'essaye d'être à chaque fois dans les deux positions, dans ma manière de manager. Et je trouve que dans tout ce qu'on entend, il y a plein de choses qui sont bien, mais il y a aussi énormément de contraintes liées à notre métier. On parle d'arrêt maladie, on parle de se reposer. Donc, ce qu'on fait dans le restaurant dans lequel je travaille, qui s'appelle Datil, on essaye de pousser au maximum la flexibilité des emplois du temps, de donner des jours de récup, de payer au maximum de ce qu'on peut faire. Mais quand vous avez un salarié qui est malade, qui ne vient pas, il ne faut pas oublier que notre métier, c'est un métier de service. Et donc, il faut, à un moment T, que toute l'équipe soit là pour que ça fonctionne. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Et c'est aussi un métier d'artisanat. Si on veut avoir des petits pois au printemps avec tout le monde, on a besoin de payer d'avoir de la main-d'œuvre pour équeuter ces petits pois. Et ça, souvent, on oublie aussi sur la restauration, c'est que si on veut travailler d'une belle manière et d'une bonne manière, on a besoin de personnes pour laver les navets, lever les filets de poisson. Voilà, les salariés, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin pour que ça fonctionne. Voilà, c'était juste une petite aparté pour reconnecter un petit peu avec ce qui se passe vraiment dans le métier. C'était juste, on voulait juste rebondir sur ce qui a été dit au niveau de la viabilité des 2 étoiles et 3 étoiles. C'est pas très vrai, parce que dans les 2 étoiles et 3 étoiles, il y a 5 personnes qui travaillent sur une assiette, dont des stagiaires qui sont probablement payés 500 € pour travailler 80 heures par semaine. Ça favorise tout ce luxe et toute toujours cette méritocratie que le luxe a et qu'il faut avoir des 2 étoiles et des 3 étoiles. Le truc bien, ce serait peut-être que les étoiles n'existent pas et que les restos soient tous plus ou moins pareils, quoi. Je pense, j'espère. Non, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que, en fait, c'est juste que ça nous a un peu surpris d'avoir cette information. Je sais pas d'où et sur quoi elle s'appuie, mais peut-être que nous, on n'est pas forcément, qu'on n'a pas les chiffres, on n'a pas les connaissances. Mais en tout cas, de notre avis, c'était quand même un peu surprenant parce que les 2-3 étoiles, c'est quand même les restaurants où il y a le plus, justement, de masse salariale. Donc un peu complexe de comprendre en quoi c'est le modèle le plus rentable, et ensuite qui s'appuie quand même beaucoup sur une main-d'œuvre qui est pas chère, qui sont les stagiaires, qui sont soit très peu payés ou soit pas du tout payés. Donc on est juste un peu surpris par cette information. Ouais, on se souvient de Noma qui ne payait pas ses stagiaires, qui n'a pas payé ses stagiaires pendant des années et des années. Puis souvent la rentabilité, je pense, elle vient de tous les contrats que ces chefs-là prestigieux, médiatiquement mis en avant, se permettent d'avoir par ailleurs pour renflouer. Mais c'est vrai, moi aussi, l'information que j'ai, c'est pas facile de rentabiliser un 3 étoiles notamment. Il y a une grosse. Alors, ça vient, la rentabilité est ailleurs. Ça se base sur 2 choses. Là, les défaillances d'entreprises.
où ça fait partie, c'est des structures qui ont très peu de défaillances d'entreprise par rapport aux autres établissements. Alors c'est peut-être dû aussi parce qu'ils sont trop gros pour tomber et qu'ils sont trop prestigieux pour tomber, mais c'est aussi c'est ça. Et puis après, l'ampleur de la masse salariale ne veut pas dire que c'est pas rentable. On peut avoir une énorme masse salariale, mais avec d'énormes rentrées d'argent et être rentable. Oui, mais les rentrées d'argent, elles sont pas données aux stagiaires, par exemple. Ah non, mais après, j'ai pas dit que c'était un modèle que je défendais. Hein. Non, J'ai juste dit que c'était un modèle rentable dans le sens où il n'y a pas de perte et que financièrement, si on se place comme ça, que on book et on travaille pas si on n'a pas de monde, etc. C'était plutôt, voilà. Et les financements, ils viennent peut-être aussi de grands groupes qui ont beaucoup d'argent et qui veulent faire de la publicité sur leurs 2-3 étoiles et quitte à être un peu moins rentable et à faire développer ce modèle d'excellence qui explique peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de fermetures de 2 et 3 étoiles, mais pour autant, c'est pas très rentable. Faudrait aller voir, mais je pense que LVMH, quand ils ont cheval blanc, c'est pas des philanthropes, et quand ils font ça, c'est qu'ils savent que c'est rentable. Oui, mais du coup, c'est rentable pour les riches. Ah bah oui, mais après... Bon.